Bien, bonjour à tous. Pour cette conférence sur le light novel, nous accueillons 3 employés de l'éditeur OFEB qui viendront parler de ses spécificités, de la création à l'exploitation, Missogi, Louis-Baptiste Huchet et Guillaume Cap. Et je les laisse s'exprimer sur leur spécialité, le light novel. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Guillaume Cap, je m'appelle Guillaume Cap et je m'occupe de toute la partie communication, relations presse des éditions OFEB. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette conférence dédiée au light novel et donc présentée par les éditions OFEB. Donc je suis Louis-Baptiste Huchet, directeur de collection du coup aux éditions OFEB, c'est-à-dire que je m'occupe de tout l'aspect création, fabrication d'un light novel depuis l'acquisition d'une licence jusqu'à ce que le livre soit disponible donc, en librairie. Il faut noter que Louis-Baptiste est aussi un invité surprise. Et quant à moi, je suis Missogi, administrateur de Light Novel France, qui est un site qui se concentre sur l'actualité et sur les light novels, et je suis aussi un consultant pour OFEB. Si vous avez des titres à envoyer, c'est à moi qu'il faut les balancer, plutôt qu'à Guillaume. Mais avant de commencer, on va essayer de voir si on a des connaisseurs dans le public en matière de light novel. Il y a une petite introduction, un petit jeu. Du coup, on vous montre quelques couvertures de light novel et on veut savoir si vous reconnaissez les séries. Commençons par le niveau débutant. Levez la main si vous reconnaissez tous les titres. Vous connaissez même le personnage qui est en fond? Là déjà ça joue moins les malins là. Hein. Mais de toute façon, c'est que le niveau débutant. Donc on vous donne les réponses rapidement. Donc on a Log Horizon, Spice and Wolf et Sword Art Online qui sont publiés chez OFEB. On a aussi ReZero qui sera bientôt publié chez OFEB et Axel Ward, une autre série célèbre de l'auteur de SAO. Montons un peu en grade. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent une bonne partie des titres? Levez la main. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reconnu tous les titres? Ah. Heureusement, oui, c'est votre boulot en plus. Donnons les réponses. Donc, on a The Irregular at Magical School, No Game No Life, Kizumonogatari et Oregairu sur la ligne du haut, Danmachi, Durara, Gate et Grimgar sur la ligne du bas. Bon, maintenant on va monter vraiment sur le niveau infernal. Bonne chance pour trouver. Est-ce que vous reconnaissez au moins un titre sur la couverture? Est-ce que vous en reconnaissez une bonne partie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît tout? Ah bon, on est un expert, tiens. Bon, alors on va faire vite pour donner les réponses. Donc en haut, on a Rokanu Yusha, Akomari, Grimoire of Zero qui va être diffusé cette saison. Amage Brilliant Park. Oda Nobunaga. Sur la partie de droite, on a Baka Test, Date Live, Saikano et Shumasunani Shitematsuka, qui les deux derniers sont diffusés cette saison aussi. On a Ibike Euphonium et Fate Zero qui sont un peu en baie. Sur la ligne de bas, on a Konosuba, Alderamin, Knights and Magic, Goblin Slayer, Infinite Dandogram, Clockwork Planet et The Devil is a Part-Timer. Certains des noms vous disent peut-être quelque chose via les animés, mais... Il y en a beaucoup qui ont été annoncés là, en anime là, pour la diffusion de printemps. Ouais, c'est ceux qui sont soulignés en bleu en fait. Mais donc du coup, on veut savoir... Qu'est-ce que vous, le public, vous savez sur le light novel? Quelqu'un veut donner son avis? Allô, allô? En fait, vous connaissez pas le light novel. Oui. Allô, allô. Donc ce sont des romans au format plutôt format poche, environ 200 pages souvent, et garnis de plusieurs illustrations noir et blanc et couleurs. D'accord. Quelqu'un d'autre a un petit savoir sur le light novel ou... Exprimez-vous.
Ce sont aussi des romans qui paraissent à un certain rythme, c'est-à-dire au Japon c'est hebdomadairement ou mensuellement, et c'est light novel, donc roman léger qu'on peut traduire en français, ou roman court, au format court. Comme il a été dit, c'est avec des illustrations, des couleurs, des descriptions un peu courtes, pour essayer de donner envie au lecteur. Effectivement, c'est à peu près ça qu'en général les gens savent à propos du light novel. Et on a quelqu'un d'autre? De mémoire, je crois que au terme de kanji qui sont présents dans les light novels, c'est beaucoup plus limité, donc ça les rend plus accessibles pour une partie du public, surtout les adolescents en fait. C'est plutôt ça. Du coup, oui, on voit bien que vous avez quelques connaissances de base en matière de light novel, mais en général, le public le connaît souvent pour des préjugés. Exemple. Ce sont les illustrations qui font vendre le light novel. Ou sinon, on dit qu'un auteur de light novel ne sait ni dessiner, ni composer, ni jouer la comédie. Pour ceux qui reconnaissent la série, il s'agit de Girlish Number, à la base un light novel qui avait été écrit par Wataru Watari, qui est aussi l'auteur d'Oregairu. Et tout ça pour dire qu'avec tous ces préjugés, si vous prenez le light novel à la légère, vous aurez des tonnes de problèmes. En tout cas, avec moi. Mais entrons dans le vif du sujet. Essayons de savoir que sont les light novels en vrai. Du coup, je vais laisser la parole à mes confrères d'Offelb pour savoir qu'est-ce qu'on sait en général sur le light novel. Eh bien, toutes les réponses qui ont été données là un peu plus tôt par le public me semblent très correctes. Donc les light novels, précisément, c'est un format A6, donc ça va être un petit format pour la plupart. Un format court, généralement ça ne va pas dépasser les 50 000 mots. En littérature, on parle en mots d'ailleurs, parce qu'en page, on peut facilement tricher en écrivant plus gros ou plus petit. Donc on va dire que light novel ne dépasse pas en général 50 000 mots, c'est l'équivalent d'un 200 pages à 300 mots par page. C'est prépublié généralement donc, dans des magazines de prépublication, donc par chapitre, par semaine, par mois, bimensuel, etc. Et dans les light novels, on peut retrouver des illustrations couleurs, généralement au début ou en fin, des posters, ainsi que des illustrations noir et blanc, sauf exception, qui vont venir donc un ou deux par chapitre, un petit peu illustrer des passages qui méritent d'avoir un petit ajout, un petit plus par rapport à la littérature classique. Cela dit, cette définition, c'était vrai avant. En attendant, on vous présente aussi quelques light novels qu'on fait passer auprès du public pour savoir un peu ce que ça ressemble au Japon ainsi qu'en France. Donc oui, c'était avant. Ce que je vais proposer, c'est une définition qui est actualisée, qui est vraie aujourd'hui. Parce que on va pas se le cacher, définir le light novel, c'est très difficile. En fait, personne ne se met d'accord dessus. Donc, on peut dire que le light novel, c'est un format de roman qui est né au Japon. La nuance est importante, on va vous expliquer pourquoi au fil de la conférence. Donc, les cibles notables, ce sont les adolescents, mais aussi les jeunes adultes. La prépublication est vraie, notamment sur Internet. Et évidemment, l'essentiel des light novels est publié en format papier chez des labels bien identifiés. On reprend des codes du manga, à savoir la jaquette amovible au Japon, le rythme feuilletonnant avec un découpage en chapitres assez particulier, et bien sûr les illustrations qui ont le style qu'on reconnaît bien. Les illustrations sont souvent présentes en couleur et en noir et blanc, souvent parce que des fois elles ne sont pas là. Et au niveau du style d'écriture, c'est vraiment particulier au Japon, parce que les dialogues en disent plus au niveau de la narration. On ne sait pas forcément qui parle d'un point de vue occidental, mais au Japon, les tons sont tellement spécifiques qu'on sait à peu près qui est en train de dire quoi. Et la narration est un peu déroutante parce qu'on mélange première et troisième personne au Japon. En France, non, on ne le fait pas. Et aussi, il y a des petits furigana, c'est des petits caractères qui donnent la signification des kanji un peu compliqués, ce qui fait que ça les rend plus accessibles à un public assez jeune. Donc le bunko, c'est le bunko qui est un format A6, un quart de page A4, c'est le format de base. On est sur un ouvrage assez court, mais aujourd'hui la moyenne est plus autour de 300-350 pages.
Mais on peut passer sur des ouvrages qui peuvent atteindre 1000 exemplaires. Là, par exemple, j'ai un tome de la version light novel de Steins Gate. On est sur presque 900 pages. Là, on voit que c'est bien épais quand même. Pour ceux qui disent que les light novels d'Ofeb sont trop épais, hein, ça existe aussi au Japon. Ce sont pas les light novels, mais des heavy novels. Tu peux dire heavy object aussi. Et en fait, si le prix est bas, c'est-à-dire entre 550 et 700 yens en moyenne, soit à peu près entre 4 et 6 euros, c'est notamment parce que le papier est médiocre, quasiment transparent, et un peu jauni aussi, accessoirement. Et... Ah non, il est pas ancien mon tome. Et je vais dire un truc qui est à la fois faux et vrai, Log Horizon n'est pas un light novel. Et c'est véridique parce que, en fait, tout simplement, dans le cas d'Overlord, tiens, qui est publié chez le même éditeur japonais, c'est un tome grand format. Donc théoriquement, c'est pas un light novel. Parce qu'en plus, il est publié chez un label qui en fait pas. Et ce que je propose, c'est d'admettre quand même des exceptions. Parce que, voilà, par exemple, beaucoup de gens disent que Monogatari est un light novel. Et bon, si c'est juste le grand format ou le label qui choque, autant admettre l'exception et assimiler l'œuvre à un light novel. Les exceptions notables, c'est par exemple une œuvre non japonaise, parce que le marché coréen en matière de light novel est assez dense. Il y a des œuvres originales là-bas. On a aussi des light novels français qui commencent à émerger en ce moment. Et, du coup, ce serait un peu bête de se priver, de dire qu'un light novel français est une hérésie. C'est tout à fait valable en fait d'avoir un light novel français. On a aussi l'exception du grand format, qui est un peu plus petit qu'une moitié de page A4, et qui a un prix forcément plus élevé. On est autour de 1000 ou 1200 yens, ce qui fait à peu près 8-10 euros. En gros, le tome japonais de Log Horizon, il est à peu près au même prix que la moitié du tome 1 français. Les illustrations non inspirées du style manga et ou quasi absentes, ça arrive des fois, même au Japon. La publication chez un label qui ne fait pas du light novel, on a abordé le cas de Log Horizon ou Overlord, ou Monogatari. Et on a aussi une tendance plus récente des labels qui visent des cibles grand public et âgés. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Du coup, j'espère que vous n'allez pas nous reprocher ça parce qu'on est en vacances quand même. Mais on va devoir faire une petite partie historique. Je vous rassure, ça va être abrégé parce que on va dire que c'est l'histoire pour les nuls en matière de light novel. Donc, au niveau de la naissance, il faut savoir que c'est assez flou de savoir quand est né le light novel. Une hypothèse que j'aime bien, c'est le fait qu'on peut considérer que les light novels sont inspirés du pulp novel américain, qui était à peu près présent dans les années 30-40 de mémoire. En sachant que le Japon était occupé par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, on peut penser que les pulp novels étaient dans les bagages des militaires et que les Japonais s'en sont inspirés. C'est qu'une hypothèse après. Mais en 1975, on peut considérer que le light novel, format bunko, petit format tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né, on peut le considérer à cette date-là, via la création du label Sonorama Bunko. Et le terme light novel, il est plutôt né vers 1990 sur les forums japonais. Les années 70-80 marquent l'essor de la science-fiction et de la fantasy. Pour ceux qui connaissent Legend of the Galactic Heroes et The Heroic Legend of Arslan, c'est le même auteur qui les a créés. Comme quoi. Et même si ce ne sont pas des light novels à proprement parler, selon les puristes, on peut considérer que ce sont eux qui ont popularisé le light novel. Petite interruption. Nous avons trouvé un trousseau de clés avec un porte-clés lapin chevreau. Si jamais vous le cherchez, il est disponible à l'accueil. Chaud lapin. Que la personne n'ait pas honte, hein, ça fait rien. Bon, si on en annonce, alors je vends des tongs si certains sont intéressés. Et moi des babouches. Vous êtes vraiment venus en touriste, vous deux. Donc, pour en revenir à la conférence, les années 90 marquent la domination de la fantasy, ainsi que l'émergence de la comédie. On peut notamment citer 3 œuvres notables qui sont bien connues du public français et notamment des personnes d'un âge mûr qui sont éventuellement dans le public. On a Lodos, Slayers
et Sorcerer's Tabor of Fun. Les deux derniers, je pense que vous les connaissez plus parce qu'ils ont été diffusés à la télé française. Et les années 2000, là, on commence à entrer dans des territoires familiers. C'est l'essor de la comédie scolaire et romantique via les animés. On a notamment Full Metal Panic, dont la nouvelle a été créée en 1998 et le premier animé en 2002. D'ailleurs, il y aura une suite pour ceux qui l'attendaient depuis longtemps. On a aussi Haruhi Suzumiya, dont l'animé en 2006 a créé ce qu'on peut considérer comme le premier séisme en matière de light novel, qui a créé une masse de vocations et d'aspirants auteurs. Ça a une véritable effervescence otaku. On peut aussi citer comme œuvre notable de la décennie précédente A Certain Magical Index. Le light novel a été créé en 2004, la première saison a été diffusée en 2008, la saison 3 viendra au calendrier grec. Oui, c'est vraiment un running joke ça. Ça fait 6 ans que les fans l'attendent, tiens. En 2009, on a aussi l'animé de Monogatari, le premier animé de Monogatari, qui est une œuvre assez étrange, celle d'un lycéen devenu vampire et qui ne cesse de rencontrer des filles un peu étranges. Et en Occident, on peut aussi désigner cette décennie des années 2000 comme celle de la DZ des light novels. DZ, 10, décennie, 10, vous voyez pourquoi. En fait, c'est simple. Il y a eu pas mal d'échecs commerciaux en France comme aux États-Unis, notamment à cause d'erreurs marketing. C'est-à-dire qu'en fait, les light novels n'ont pas eu beaucoup de com'. Dans le cas d'Haruhi, il n'y a pas eu les illustrations et il y a eu on va dire, une production un tout petit peu chaotique. Et par exemple, le light novel de Shanna aux États-Unis n'a tenu qu'un tome. Donc voilà. Mais il faut attendre 2009 pour une œuvre que mes camarades d'Ofeb connaissent très bien, Sword Art Online. Du coup, je vous laisse un peu en parler. De Sword Art Online ? Bah oui. D'accord. Sword Art Online, ça a été le deuxième buzz, on va dire, boom des light novels au Japon. Ça a permis au genre de vraiment se populariser encore plus au Japon, mais également, c'est ce qui est important à l'international. C'est ce qui a relancé d'ailleurs le light novel vraiment aux États-Unis avec Yen Press. Et c'est aussi ce qui a permis à notre maison d'édition, donc à Ofelb, et donc à la France, de renouer avec le genre, puisqu'elle a fait partie des 2 premiers titres qui ont été publiés dans notre catalogue, avec donc Spice and Wolf, qui est un autre titre emblématique du genre. Sword Art Online, c'est le light novel, comme on a pu le dire au début. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que c'est pas la première œuvre publiée par Reiki Kawahara en tant que professionnel. Elle avait été recalée dans un premier temps, et c'est seulement après la publication d'Axel Ward que Sword Art Online a refait parler de lui. Et ça, c'est vraiment le boom, on va dire, Sword Art Online. Ça a vraiment eu lieu avec forcément son adaptation animée en 2012, qui a été diffusée au Japon, qui a été diffusée ensuite dans plusieurs pays à l'international, et qui a vraiment lancé le phénomène de l'œuvre de Reiki Kawahara à travers le monde. Et justement, cette semaine, les chiffres pour la série sont tombés. On est à 20 millions d'exemplaires en circulation pour la série dans le monde entier. Il y en a 7 millions à l'étranger et 1 million rien que pour le tome 1. C'est des chiffres qui sont assez immenses, mine de rien. Et on parle bien de chiffres mondiaux. D'ailleurs, 7 millions à l'étranger, hein, en dehors du Japon, dont 6 900 000 en France. ne pas oublier. Si c'était ça, Ofelb vivrait dans une piscine à billets. Mais c'est pas le cas. Il faut noter aussi que SAO a marqué un second souffle pour la fantasy, qu'on va développer rapidement, ainsi que l'essor de la réalité virtuelle. Faisons un petit rappel sur le petit jeu qu'on avait mené tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un connaît le point commun entre The Irregular at Magic High School, Danmachi et Gate? C'est la première couverture en haut à droite, à gauche. La première couverture en bas à gauche et la troisième couverture en bas. Est-ce que quelqu'un connaît le point commun entre ces 3 œuvres?
On a quelqu'un? Publication sur Internet. Bonne réponse. Et justement, on a un bon paquet de séries tirées de web novels, ces œuvres qui ont été publiées sur Internet et qui sont devenues de véritables hits. Et on va laisser nos collègues spécialistes en la matière nous donner quelques noms d'œuvres notables. Parmi les œuvres notables en light novel, en web novel, donc qui ont permis de relancer, on va dire, de continuer, on va dire, à être dans la même mouvance que Sword Art Online. Donc on a vu là forcément, il y a eu un autre phénomène avec The Irregular. Danmachi, il y a eu Gate, il y en a eu de plus en plus de toute façon, des œuvres comme ça qui sont publiées sur Internet de façon d'abord amateur, on va dire, et ensuite qui permettent à leurs auteurs de se faire contacter par des éditeurs, de les proposer soit aussi par le biais de concours à des éditeurs japonais, et c'est quelque chose qui se popularise de plus en plus de toute façon au Japon. Ça fait partie de ce côté un peu plus moderne du light novel, c'est que maintenant de plus en plus d'auteurs passent par ce format web qui leur permet de se faire connaître beaucoup plus facilement et d'avoir une fanbase déjà très active. Et ça, c'est vrai pour le light novel, mais c'est aussi vrai pour à peu près tout, et notamment tout ce qui est éditorial en tout cas. C'est que quand un auteur arrive à se former, à se créer déjà une fanbase sur le web, et qu'après il va voir un éditeur et qui démarche les éditeurs en disant voilà, vous voyez par exemple cette œuvre-là, je l'ai publiée il y a tant de mois, il y a tant d'années, elle a tant de vues sur Internet. L'éditeur il fait très attention à ce critère. Donc c'est vrai forcément pour le light novel, mais c'est aussi vrai pour le manga par exemple, mais c'est aussi vrai après si on part du Japon, c'est pour le comics, pour la BD, pour toutes ces œuvres-là, même pour la musique à l'heure actuelle, voilà. Tout ce qui est Internet et tout ce qui est fanbase constitue un critère très important pour les éditeurs. Et nous-mêmes, en tant qu'éditeurs, on fait attention à ces critères-là quand on s'intéresse à un titre. Pour faire un petit historique rapide, on a déjà Accel World, oui, c'est un light novel à la base, et on vous a même mis le nom japonais, Shosetsu Kazoku Burst Linker. Ça veut dire, grosso modo en anglais, Ultra Accelerated Burst Linker. Pas étonnant que ça soit devenu Accel World, c'est beaucoup plus simple à retenir. On a ensuite Gate, qui avait été un succès même avant son adaptation animée. Donc on a The Irregular Magical School, qui était le numéro 1 sur le site Siosetu, qui est une plateforme d'autopublication de web novel très connue et encore en activité. Ensuite on a Log Horizon, qui est toujours en cours en prépublication sur Internet, puisque l'auteur est auprès de ses fans de la première heure. Et plus récemment, on a aussi eu Mushoku Tensei en 2012. Cette œuvre, elle n'est pas très connue du public étranger, mais c'est une œuvre qu'on peut considérer comme celle qui symbolise le courant du Tensei, qui est tout ce qui est histoire reposant sur la réincarnation. Un personnage meurt dans un monde, on va dire, réaliste, et se retrouve dans un monde parallèle qu'il n'est en général pas. On a aussi Overlord, Danmachi, Konosuba et Re:Zero. Il faut noter que les auteurs de Konosuba et Re:Zero sont potes et ont eu un animé la même année. Quelle coïncidence. Et ils sont aussi amis avec l'auteur de Mushoku Tensei, comme quoi. Donc par contre, l'image suivante va sûrement exciter les femmes qui sont dans le public. Si on peut noter d'autres succès récents et notables en matière de light novel qui ne sont pas adaptés de web novel, on peut citer Oreimo, dont l'anime a été diffusé en 2010. Tristement célèbre en Occident pour des raisons qu'on va développer un peu plus tard. Si vous connaissez le titre original de la série, je pense que vous comprenez pourquoi. On a aussi My Teen Romantic Comedy, ou Oregairu, qui a un cap un peu particulier puisqu'il est devenu vrai, son succès a été véritablement explosif avec la saison 2 qui a été diffusée 2 ans après la première, en 2015. On a aussi No Game No Life. La particularité de la série, c'est que c'est une des rares à avoir un succès dans le monde, alors que l'auteur n'est pas japonais. En l'occurrence, le vrai nom de Yukamiya, c'est Thiago Furukawa Lucas. C'est un auteur brésilien.
pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire, la diaspora brésilienne est assez présente au Japon. Donc l'animé en 2014, on a fait un véritable succès. Et un cas un peu spécial, c'est celui de Free. C'est un light novel qui a été publié par la branche light novel du studio KyoAni. Et à l'origine, le light novel, c'est vraiment les héros quand ils étaient dans les années école de mémoire ou le collège, j'ai trop de mémoire à ce niveau-là. Et l'animé a tout simplement mis les héros au niveau du lycée. Donc si vous aimez les beaux gosses qui nagent dans la piscine, c'est votre animé. Et on en a fini avec la partie historique. J'espère que vous vous êtes pas endormis. Mais passons maintenant aux atouts et aux clés du succès des light novels. Parce que s'ils sont populaires aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Parce que sinon, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et je vais donc laisser la parole à mes collègues pour cette partie qui connaissent très bien. Alors, les light novels, en fin de compte, ça marche. C'est vrai que ça marche beaucoup aussi en phénomène de mode. On voit assez récemment avec le phénomène Isekai, par exemple. Donc, on entend beaucoup parler. C'est un personnage qui se retrouve transporté dans un autre monde. Et on a vu fleurir un peu partout des œuvres sur ce thème-là, où c'est un héros lambda ou un personnage, un joueur de jeux vidéo qui va se retrouver enfermé dans un jeu ou transporté dans un monde de fantasy. Et la force des light novels, c'est déjà, comme il y a beaucoup d'auteurs qui vont se pencher sur un sujet, il va y avoir beaucoup de points de vue différents, d'histoires différentes et de façons de raconter différentes. C'est une diversité qui est une vraie force, parce que, en fin de compte, tout le public, tous les lecteurs qui sont recherchés par les light novels vont forcément finir par se retrouver dans une de ces histoires. S'ils n'aiment pas Sword Art Online, ils peuvent aimer Log Horizon. S'ils n'aiment pas Log Horizon, ils peuvent aimer Overlord, etc. Il y aura forcément un attrait qui va les intéresser dans un de ces œuvres. Les light novels, c'est un format facile à lire. C'est pas prise de tête, c'est pas compliqué. Il y a des dialogues qui sont très vivants, souvent beaucoup de personnages, très manga en fin de compte. C'est un mélange entre un manga, un roman, c'est la fusion de deux types littéraires totalement différents qui amènent à un nouveau genre qui fonctionne très très bien. Et c'est vrai que c'était une question qu'on s'est posée, nous, chez Aufaible, quand on a commencé à réfléchir comment publier un light novel. On est un peu passé rapidement tout à l'heure sur le phénomène Sword Art Online, où à ce moment-là, on était déjà en train de réfléchir depuis plusieurs années sur comment amener le light novel en France. Et avoir une licence aussi forte, ça nous a permis vraiment de pouvoir s'appuyer sur toute une communauté déjà présente, et pour pouvoir, en plus de sortir Sword Art Online, de pouvoir arriver avec d'autres titres qui ont aussi leur force, qui ont des thèmes parfois proches, mais aussi totalement différents dans leur façon de faire. Et c'est aussi un style d'écriture, une narration, des personnages, une histoire, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les romans européens ou américains, parce qu'il y a ce petit côté japonais, asiatique, oriental, qui a une façon de raconter, une façon d'amener des histoires totalement différentes. On peut penser au nombre de volumes, où généralement dans les titres européens ou américains, en un seul tome, on va avoir une histoire complète, vraiment du début, un développement, des péripéties, jusqu'à un dénouement. Alors que dans les light novels, ça peut être tout simplement du développement de personnages sur tout un volume, où on va voir des personnages qui vont vraiment évoluer du début à la fin, mais il ne va pas avoir de but en soi à la fin du volume, et ce sera sur la durée, sur plusieurs tomes, sur 5, 10, 15 volumes, où on va vraiment avoir toute l'histoire qui va se libérer. Et c'est cette longueur-là aussi qui permet de fédérer en fin de compte toute une communauté qui s'intéresse aux light novels. Et notamment en ce qui concerne les light novels, l'avantage c'est que on peut notamment les conseiller aux fans de manga ou animé, notamment parce que ils existent. Vous pouvez aussi les conseiller à vos amis, vos parents, les personnels éducatifs comme les professeurs, les libraires, les responsables de CDI, ta grand-mère aussi, les enfants du patron pour une belle augmentation. Après tout ça, ça va dépendre encore de l'histoire, du genre, du light novel.
comme on a pu le voir avec Louis Baptiste ou même avec Misogi. C'est un genre qui est très diversifié. Il y a énormément de différences, que ce soit dans la façon d'écrire, dans les illustrations, mais forcément aussi donc, dans les thématiques. C'est aussi ce qu'on essaye de faire découvrir, d'une part avec Ofelb, c'est cette diversité du genre, mais c'est aussi le message qu'on souhaite faire passer, c'est que là où le manga reste très auto-centré sur son public, donc c'est-à-dire la communauté fan de culture pop japonaise, et qu'il y a seulement quelques titres qui sont ouverts à un plus grand public et dont là les éditeurs font un effort de communication et de marketing pour s'ouvrir justement à un public un peu plus moins initié, on va dire, ou qui ne connaissent pas du tout cette culture. Dans le light novel, notre objectif, c'est de ne pas rester concentré sur la fanbase et justement de faire découvrir ce symbole de la culture pop japonaise à un autre public. Et justement donc à des lecteurs qui peuvent aussi bien donc ne pas du tout connaître la culture pop japonaise, mais être fan de littérature et donc lire des romans d'autres éditeurs, jeunesse, young adulte. Voilà, pour en citer quelques-uns, du Albin Michel, du Collection R, du Michel Lafon, du Pocket Jeunesse, etc. Ou du Brajlon. Voilà, c'est ces lecteurs-là aussi qu'on essaie de toucher. Et c'est en ça qu'on fait attention de publier des titres qui peuvent convenir aux deux publics. Et quand on publie un titre qui est plus auto-centré sur le public culture pop japonaise, on en est conscient. Et donc, on adapte notre communication, on adapte nos offres au potentiel qu'on lui donne. Donc c'est pour ça que voilà, dans notre catalogue, en tout cas, voilà, il y a certaines thématiques, il y a certaines approches, il y a certains styles d'écriture, certaines illustrations aussi, qui sera compliqué en tout cas de voir arriver en France, ou du moins avec la politique éditoriale qu'on a choisi d'adopter aujourd'hui. Mais c'est dans un seul but, dans un seul objectif, c'est de faire en sorte que les light novels deviennent de la littérature jeunesse, young adulte, comme toutes les autres. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on a deux formats chez Ofelb. On a un format, donc LN Light Novel, qui va reprendre un peu plus les codes du light novel, donc avec un seul tome est égal à un tome japonais, où là on va publier des œuvres qui sont plus typées japonaises, où on va se permettre, par exemple, voilà, Danmachi, qui a des illustrations un peu coquines, ou My Teen Romantic Comedy, où là on est plus dans la référence, on est vraiment dans l'humour un peu plus japonais, Dorara, où c'est vraiment un bordel sans nom. Un bordel tarantinoesque. Et sont des titres qui sont un peu plus difficiles pour pouvoir toucher un grand public. Et à l'inverse, on a le format double, où là on se rapproche d'un format un peu plus européen, américain, où on a des histoires beaucoup plus grand public, et où il n'y a pas besoin d'avoir un background, une connaissance de la culture japonaise, des mangas ou quoi que ce soit, pour pouvoir les lire et les apprécier. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a un format qui s'oriente plus vers ce public-là, tout en conservant les spécificités du light novel, donc les illustrations, couleurs, il peut y avoir des posters, tout ça, c'est un plus. Et le grand public, maintenant ça fait un peu plus de 2 ans qu'on propose des titres, on commence à avoir un bon catalogue, et le grand public qui ne connaît absolument pas l'univers du light novel, du Japon, du manga, est de plus en plus intéressé par cette littérature, parce qu'elle apporte un petit peu un vent de fraîcheur, là où la littérature jeunesse, young adulte, jeune adulte, est commencé un petit peu à stagner après toute la saga, Harry Potter, même Twilight, tout ça. Il y a vraiment eu un ralentissement, et light novel apporte quelque chose de nouveau, et c'est vraiment quelque chose qui était attendu sur le marché. Puis on a, avec 2 titres cette année, c'est vrai qu'on était très centré fantasy, très centré sur l'heroic fantasy. Il ne faut pas oublier que c'est le genre qui fonctionne le mieux en France à l'heure actuelle, hein. Donc par rapport à ça, c'est aussi un choix éditorial, c'est aussi un choix sur le long terme. Autant commencer avec quelque chose qui fonctionne et qui tourne assez facilement en France, pour s'éviter le moins de problèmes possibles, pour éviter le plus de problèmes possibles du moins. Mais ça ne nous empêche pas de se diversifier. D'un côté, donc on va avoir My Teen Romantic Comedy qui va sortir.
Donc là, on est sur de la comédie romantique scolaire, donc ce qui n'est pas du tout dans la ligne éditoriale qu'on avait jusqu'à maintenant. Et de l'autre côté, on va avoir Overlord. Alors là, vous me dites Overlord, oui, mais c'est de la fantasy, c'est de l'heroic fantasy. En quoi ça diffère de ce que vous pouvez avoir sorti avant? Bah, c'est aussi ça, c'est aussi justement, c'est montrer que dans un même genre qui est le genre virtuel, jeu vidéo, fantasy, et ben même dans ce genre-là, il y a énormément de choix. C'est un genre qui est très diversifié et Overlord n'a rien à voir avec du Sword Art Online, n'a rien à voir avec du Log Horizon, n'a rien à voir avec du Danmachi ou du ReZero. C'est un genre qui se rapproche, c'est une littérature qui se rapproche un peu plus de ce que peut sortir Brajlon à l'heure actuelle, c'est-à-dire de la pure fantasy. Ça peut aussi se rapprocher de ce que peut sortir des éditeurs comme ActuSF, Nemeos, etc. On est Atalante, donc davantage sur de la fantasy adulte, de l'heroic fantasy, de la dark fantasy. Et c'est un autre challenge pour nous puisqu'on a envie de s'ouvrir à ce public et de montrer qu'on peut avoir un titre très fantasy type Sword Art Online qui peut plaire à un public de 12 ans, mais Overlord, on est un cran au-dessus au niveau de l'histoire et au niveau du lectorat. Donc, surtout, Overlord, l'autre qualité qu'a ce titre, c'est ses illustrations, des illustrations qui sont pas du tout typées japonaises, là où alors tout le monde est d'accord pour dire que les light novels nos light novels, en tout cas ceux qu'on a pu sortir jusqu'à maintenant, ont des superbes couvertures. Ça, c'est tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi, il faut pas l'oublier, un autre discours qui est bah oui, c'est peut-être beau, c'est peut-être joli à voir, c'est peut-être original par rapport à ce qu'on peut voir dans les rayons romans jeunesse, young adulte, mais ça peut être aussi un frein pour certains. Parce que ces illustrations, on les connaît en France de par les mangas, et donc beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les light novels arrivent en face et se disent « Oh là, c'est du manga, bah non, j'ai pas envie, quoi, j'aime pas ». C'est aussi quelque chose dont il faut être conscient. Donc c'est vrai que quand on reste encore une fois dans la communauté culture pop japonaise, on ne comprend pas forcément, on n'en a pas forcément conscience. Mais c'est aussi le regard extérieur qu'il faut avoir, et c'est notre regard, nous, en tant qu'éditeurs, c'est d'en prendre conscience, de le savoir et de se préparer, et de travailler pour faire évoluer justement les mentalités. Et c'est peut-être avec un titre comme Overlord qu'on va y arriver, parce que ou du moins qu'on va peut-être faire un pas supplémentaire en avant, parce qu'on va pouvoir dire peut-être à des personnes, vous voyez, vous avez bien aimé Overlord, mais vous savez qu'Overlord, c'est un light novel tout comme Sword Art Online. Et là, il va peut-être se dire, ah bon, c'est la même chose. Bah oui, c'est Overlord, c'est aussi japonais, ça vient aussi du Japon. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément se fier à une couverture, c'est comme si on se limitait au physique d'une personne, quoi. C'est la même chose. Ou alors, on peut changer les couvertures et mettre des illustrations américaines. Est-ce que vous voulez qu'on mette les couvertures américaines? On met des photos. Allez, une belle photo d'un beau cosplayer, là, non. C'est méchant vers le cosplayer, ça. Oui, on met des couvertures à la Twilight. Allez, c'est parti, vendu. Le cas de Spice and Wolf, une femme déguisée en louve. La photo a pas plu. Hein. Cosplay, attention. Et pour donner quelques anecdotes, par exemple, Spice and Wolf a plu à des parents comptables ou à une grand-mère. C'est du vécu, ça. Et en fait, le light novel est si populaire en ce moment que maintenant, on a des adaptations en light novel. Par exemple, de mangas comme Naruto, vous avez Kana qui publie des light novels adaptant l'histoire de certains personnages clés de la série. Et vous avez aussi des trucs un peu plus inattendus. 3 exemples. Le premier, on reste quand même dans le territoire manga animé. Les 2 derniers, si vous reconnaissez les titres, ouais. Essayez pas de reconnaître la série en arrière-plan. Je ne dis rien. D'ailleurs, la 3e série sur le PowerPoint, ça c'est l'annonce exclusive, sortira dans notre catalogue. Oh non. Ne l'écoutez pas. J'étais pas au courant. Oui, donc du coup on a Seraph of the End. C'est un cas un peu particulier parce que c'est l'auteur et le mangaka qui s'occupent du light novel. Et en plus c'est une préquelle. Et si vous les avez reconnus, vous avez une adaptation en light novel de The Hunger Games et Twilight. Oui, le Japon. Mais du coup, en fait, là, vous voyez que le Japon est prêt à faire des adaptations en light novel. Mais tout ça, ça fait partie d'une stratégie bien rodée au Japon, ce qu'on appelle le media mix.
Le MediaMix, c'est en fait une convergence des supports qui a été popularisée du coup par la maison de production Kadokawa, celle qui possède plus de à peu près 80% du marché. Et son objectif avec le MediaMix, c'est de faire exploser le potentiel commercial d'une franchise, tout simplement créant une synergie entre tous les supports, c'est-à-dire un support va faire la promotion des autres. En Occident, c'est pas trop ça. C'est une adaptation, c'est censé booster l'œuvre originale, alors qu'au Japon, c'est pas trop ça. C'est en fait, on essaye de faire, on va dire, exploser la franchise entière. C'est-à-dire le light novel est adapté en manga, puis en animé, puis en produits dérivés, et chacun fait la promotion des autres. Donc en gros, le light novel peut tout à fait faire la promotion d'une figurine ou de linge de maison. Oui, ça existe. Du linge de maison ReZero, par exemple. Et il y a un éditeur qui se démarque quand même du reste, de par, on va dire, son approche un peu innovante, c'est Alphapolis, que vous connaissez parce qu'il a édité Gate au Japon. Et bah tiens, ça tombe bien parce que Ototo a publié Remonster, le manga de Remonster en France, et du coup, la stratégie derrière ce titre est assez bien rodée. Mais je vais laisser mes collègues en parler. C'est vrai qu'Alphapolis, comme d'autres éditeurs, en fin de compte, joue beaucoup sur ce cross-média où, en plus d'un support original, donc un support de base, ils vont développer toute une gamme de produits dérivés et de goodies qui vont supporter cette œuvre ou essayer de vivre en parallèle. Et Alphapolis joue beaucoup, par exemple, sur le côté jeux vidéo ou diffusion d'applications en free-to-play sur les téléphones mobiles, etc. Il passe beaucoup par Internet en diffusant une partie ou une version complète, soit du light novel, soit du manga, etc., dans le but d'obtenir un maximum de visibilité sur une œuvre. Donc là, par exemple, on parlait de Remonster, donc Remonster qui a eu droit à une publication sur Internet, un jeu vidéo sur mobile. Et le but, comme le disait Misogi à l'instant, c'est de faire exploser justement l'œuvre, que chaque média en parle à sa manière et que le lecteur ne puisse pas passer à travers, en fin de compte, de la sortie. Oui, après, Remonster est publié de façon normale en light novel. Après, Alphapolis a publié aussi des web novels sur son propre site. Il fait un peu concurrence à Sio-Setu qu'on a abordé un peu plus tôt. Et si on peut regarder aussi du côté de l'étranger, il y a quelques facteurs qui font que les light novels connaissent le succès qu'on voit aujourd'hui. Et on a notamment les simulcasts qui garantissent une visibilité indéniable sur des titres qui arrivent à avoir un succès. On a l'exemple de ReZero par exemple. Avant l'animé, pas grand monde le connaissait. Même dans le public, si l'animé n'existait pas, est-ce que vous l'auriez connu? ReZero. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, il y a le manga ReZero. Oui. Si l'anime n'avait pas eu son succès tel qu'on le connaît, ça ne serait pas le succès que tout le monde veut s'arracher aujourd'hui. Et on peut aussi parler d'un effet Sword Art Online, pour faire un parallèle avec l'effet papillon. On a un light novel au succès monstre, ce qui fait que son succès mondial est bénéfique pour le marché du light novel entier. Cela dit, le light novel a quand même des soucis d'image qu'on avait un peu abordé dans l'introduction, à savoir les préjugés, les clichés typiques des mangas. Les adaptations de titres douteux. Après, c'est un peu logique parce que les adaptations de light novel, il n'y en a pas autant que les adaptations animées de manga. Donc forcément, le taux d'animé à chier est relativement élevé. On va pas se le cacher. Évidemment, une réputation de fanservice sulfureux, mais là encore c'est lié au précédent facteur qui est l'adaptation du titre un peu douteux et avec des longs titres. Mais bon,
Bah après, c'est aussi le problème des adaptations, c'est que le light novel est un média qui est assez, donc qui concerne un certain public, qui est pas aussi grand public que peuvent l'être des formats comme le manga ou comme l'animé. Et de façon justement à adapter le light novel en anime ou en manga, qui sont des formats qui sont beaucoup plus propices, notamment au fanservice. On va rajouter du fanservice tout simplement, par exemple à l'adaptation de The Irregular en animé. On va rajouter du fanservice à l'adaptation de Re:Zero, à l'adaptation de Sword Art Online. C'est un moyen comme ça en fait qu'ont les éditeurs de tout simplement capter un public qui est habitué à ces codes dans l'animation, dans le manga, de façon à capter ce public et de leur dire, bon voilà, vous voyez à côté il y a un light novel, pourquoi pas le découvrir. Donc on revient encore une fois au média mix, mais c'est vrai que forcément, quand on n'accroche pas forcément à ces codes de l'animation, notamment par exemple voilà, l'utilisation du fanservice, on peut avoir facilement un préjugé en se disant, oh là, par exemple, The Irregular, l'anime, la relation, la façon dont les personnages d'agir, ça m'a un peu gonflé, alors pourquoi me lancer dans le light novel ? C'est vrai que ça peut être aussi un problème. Un avantage peut aussi devenir un inconvénient, et c'est en ça que ça peut être des fois un peu dangereux. Pour le light novel, c'est aussi un peu ce qu'on peut rencontrer en France, hein. C'est aussi à ça qu'on doit faire attention en tant qu'éditeur. C'est bien savoir doser, bien connaître les licences dans lesquels on se lance. C'est pour ça que se lancer dans une licence qui a plusieurs tomes de disponibles parus au Japon, c'est toujours plus sécurisant pour nous, parce qu'on sait dans quoi et là où l'auteur veut nous emmener, que quand il y a un seul tome du light novel qui est sorti, c'est toujours compliqué, parce que c'est pas parce que le tome 1 est bien et qu'il n'y a aucun problème que le tome 2, que le tome 3, on va pas avoir des soucis dedans, que ce soit au niveau de l'histoire, de l'évolution, des illustrations, etc. Donc ça, c'est pour les personnes qui disent oui, mais pourquoi vous ne lancez pas dans les nouvelles séries qui sortent là, qui sont sorties il y a 1 ou 2 ans. C'est parce que c'est mieux d'avoir une série en tant qu'éditeur qui a beaucoup plus de tomes, sur laquelle il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Ensuite, pour revenir au média mix, la stratégie qu'utilise un peu Kadokawa, qu'a développé Kadokawa et qu'utilise aussi Alphapolis, c'est un peu ce qu'on essaye nous aussi de mettre en place en France avec Ofelb. C'est pour ça qu'on a tissé un partenariat avec sur le long terme, de toute façon, avec les éditions Ototo. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec les autres ayants droit, que ça soit dans les jeux vidéo avec par exemple Bandai, que ça soit avec beaucoup aussi forcément les plateformes de streaming légales comme Crunchyroll. D'ailleurs tout à l'heure j'ai vu le monsieur Crunchyroll qui est rentré dans la salle, donc je lui dis bonjour. Et donc voilà, avec Crunchyroll, avec ADN, avec Wakanim, ça serait dommage de ne pas profiter de leur force de communication pour communiquer sur le light novel, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu découvrir Sword Art Online en animé et qui ne savent pas que le light novel de Sword Art Online est publié en France. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Sword Art Online, qui sont fans de Sword Art Online, mais qui pensent que Sword Art Online c'est un anime, et qu'à la limite s'il y a un roman dessus, le roman est une adaptation de l'animé. C'est aussi les problèmes auxquels on doit faire face avec Ofelb. C'est vu qu'on sort un light novel, au contraire du Japon où c'est le light novel qui sort d'abord et ensuite il y a le manga, l'anime, etc. Nous on doit rattraper le retard, donc c'est le phénomène inverse. Donc il y a un anime, il y a un manga et après il y a le light novel. On doit faire comprendre aux gens que non, c'est le light novel, le format original. C'est pas chose facile. C'est encore un défi. Alors après, certains pourront dire oui, mais vous avez qu'à sortir un light novel sur lequel il n'y a pas d'adaptation. Oui, mais après, là encore une fois, on a un autre problème qui est celui de la connaissance du public français, de la visibilité du light novel. Et quand on part, tout à l'heure, c'était hier, je pense, ou peut-être aujourd'hui, il y a eu une conférence sur, que je dise pas de bêtises, sur le fanzine. C'était juste avant. C'était ce matin, voilà. Donc, et en fait, à un moment, je disais dans les tweets, oui, c'est plus facile de partir avec une fanbase déjà bien présente quand on est amateur, et quand un amateur vient voir et qui dit voilà, vous voyez la fanbase que j'ai, ça va faire un carton, quoi. Si on la développe, si on le publie de façon professionnelle, si on la publie dans un autre pays, voilà, il y aura déjà une fanbase existante. C'est la même chose qu'on a, nous. On a la même réflexion. C'est quand il y a une fanbase, c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler un titre.
Et surtout, on a déjà un potentiel acquis. C'est-à-dire que quand on va voir nos diffuseurs, nos distributeurs, en disant, voyez, il y a une fanbase, il y a tant de lecteurs il y a tant de lecteurs du manga, ou il y a tant de personnes qui ont vu l'anime, c'est encourageant. Et on a des cartouches et on les utilise. Que quand on arrive, on va voir notre diffuseur, notre distributeur ou les libraires, on leur dit voilà, on va sortir cette série-là, l'histoire elle est géniale, la couverture elle est géniale, et qui nous dit bah ouais, mais et alors le potentiel, on ne sait pas, puisque au final il n'y a pas vraiment, quoi, à part dire voilà, cette série-là elle ressemble à celle-là, et puis on nous dira bah oui, mais bon, ça ne veut pas dire forcément que ça va fonctionner. C'est aussi ça qu'il est important de savoir en tant qu'éditeur, quoi, et même en tant que lecteur d'ailleurs. Et je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Guillaume. Ça vaut, c'est surtout que voilà, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, le marché du light novel était totalement vierge, ou presque, et il n'y avait aucun light novel qui était disponible en librairie. Et c'est très dur d'arriver avec une licence qui n'avait aucun potentiel. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on arrive avec un catalogue beaucoup plus fourni, que le grand public et le public initié au manga et à l'univers du Japon commencent à connaître un petit peu plus cet univers du roman japonais. Il y a de plus en plus de possibilités pour voir apparaître des titres qui sont moins connus, qui n'ont pas forcément d'adaptation, etc. Là où il y a 2-3 ans, c'était presque impossible d'arriver sur le marché avec des nouveaux titres. Donc plus on va avancer dans le temps, plus les light novels seront connus, qu'il y aura des titres qui ont certes déjà une fanbase, mais qui auront déjà marché. On aura la possibilité de proposer des titres qui n'ont pas encore d'adaptation. C'est le phénomène un peu, c'est ce qu'on disait, c'est au bout de 2-3 ans, même dans plusieurs années, on pourra dire qu'on pourra utiliser le nom d'Offelb en tant qu'argument auprès de ces libraires et leur dire ouais, vous voyez, il y a un nouveau roman chez Offelb qui est paru, qui est du type fantasy, et là les libraires dans leur tête ça sonnera plus, ça sera plus un argument de vente. On se dit, ah oui, Offelb, oui, c'est vrai qu'ils ont sorti tant de séries, on est sur un potentiel de vente sur leur série qui est de, je sais pas, on va dire 3000 environ par exemplaire. Ah ouais, d'accord, ok, je vais peut-être faire un effort, et même si c'est pas connu, même s'il n'y a pas d'anime, même s'il n'y a pas de manga, même si c'est complètement inconnu, que c'est tout nouveau, et je vais quand même faire un effort de le mettre en avant, d'en parler, de le découvrir, etc. Mais ça, encore une fois, ça prend un peu de temps à mettre en place, mais en tout cas au bout de 2 ans déjà, au fur et à mesure, on voit que les libraires commencent à connaître le nom d'Offelb, commencent de plus en plus à savoir ce que c'est qu'un light novel. Donc on avance, en tout cas, c'est ça qui est encourageant. Et pour rebondir sur le fanservice dans les adaptations, non, les plans fesses dans l'animé de SAO ne sont pas dans l'œuvre originale. Oui, évidemment. Mais avant d'entrer dans le détail de comment on conçoit un light novel au Japon et à l'étranger, une partie panorama sur le marché japonais s'impose. Oui, encore des chiffres et des lettres. Ça va pas vous dépayser malheureusement. Donc le marché japonais au Japon, c'est 27,2 milliards de yens en 2015. C'est à peu près 230 millions d'euros. Le format Bunko, le petit format qu'on connaît bien, il est en baisse parce que après SAO, il n'y a pas eu de gros hits. Cela dit, avec l'animé de ReZero, peut-être que la tendance va s'inverser. Au contraire, le grand format et le numérique progressent. Et on a environ 2300 parutions en 2016, ça fait 2 fois plus qu'il y a 10 ans, en 2006, ou avec l'émergence de Haruhi Suzumiya, comme on en avait parlé dans la partie historique. À côté de ça, cette hausse des parutions s'explique aussi par la présence de nouveaux labels, que ce soit de nouveaux éditeurs ou des éditeurs existants qui créent de nouveaux labels. Même Kadokawa lance de nouveaux labels. Et comme on le dit il y a quelques minutes, Kadokawa, c'est le leader incontesté avec 80% du marché. Et beaucoup de labels qu'il possède. Histoire de simplifier un peu les choses au niveau des labels justement éditoriaux qui existent au Japon, j'ai fait une sorte de division un peu simplifiée. Les puristes pourront râler un peu dessus, mais pour du public pas forcément initié en matière de light novel, ça fait le taf. On a d'abord les labels généralistes qui n'ont pas de ligne éditoriale spécifique. Du coup, ça fait que des fois, ils ont des titres dont le succès dépasse le public des fans de light novel, manga ou animé. Le label représentatif en la matière et aussi leader du marché, c'est Dengeki Bunko. Là où il publie Sword Art Online, Index, Irregular, Spice and Wolf, Durara. Et
On a aussi Gaga Bunko, chez qui est publié My Teen Romantic Comedy. Ensuite, on a un label qui plaît beaucoup plus aux fans de manga, animé et light novel. C'est ce que j'appellerais les tendancieux soft. Ils sont axés fantasy, comédie, romance et ajoutent un peu de fanservice, ça fait partie de leur ligne éditoriale, pour attirer un public assez jeune. Et le label représentatif en la matière, c'est MF Bunko J de Media Factory, là où est publié No Game No Life ou ReZero. ReZero qui est quand même une exception parce que le fanservice coquet, il n'est pas très important dans la série. C'est plus un choix éditorial et qualitatif et ils se sont pas trompés. Et on a aussi Fujimi Fantasia qui est un pionnier en matière de fantasy. C'est ce label qui avait publié Slayers ou Full Metal Panic dont on avait parlé dans la partie historique. Aujourd'hui on le connaît plus pour des séries notamment comme Date Alive ou High School DxD. En gros oui, ça a changé, maintenant ils sont beaucoup plus axés sur le fanservice qu'avant. Et on peut aussi citer comme autre label notable J Bunko, chez qui est publié Danmachi au Japon. Et je viens juste de parler de High School DxD, qui est dans, on va dire, à la limite de cette catégorie des tendancieux soft. Parce qu'aujourd'hui, il y a un courant qui émerge de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le tendancieux borderline. C'est à peu près comme le tendancieux soft, sauf que les séries se concentrent sur le plot. Ah non, mince, j'ai fait une erreur. Sur le fanservice sensuel, on est vraiment sur des œuvres pour public averti, mais encore pour mineurs. Cherchez pas l'explication, moi-même je la comprends pas. Le label représentatif en la matière, c'est le label qui a publié Haruhi Suzumiya, Snacker Bunko. Oui, le passage de Haruhi à des œuvres comme Masugakuen, Hybrid Heart ou Testament of Sister New Devil est brutal. Si vous connaissez ces titres, vous savez de quoi je parle. Oui, c'est des œuvres qui, en général, dont l'animé est censuré pour des raisons assez évidentes. Et une autre tendance qui est, que j'apprécie sur le marché, c'est ce que j'appellerais les innovateurs. C'est ceux qui misent sur les web novels et qui popularisent de grands formats. On a notamment Enterbrain, qui est publié Log Horizon ou Overlord, ainsi qu'Alpha Police. Chez qui on retrouve masse de web novels qui sont publiés au format papier ou Gate aussi. Et là, on peut aussi retrouver les éditeurs déjà implantés qui sont un peu des suiveurs. On a notamment MF Books, là où est publié Mushoku Tensei. On a aussi des petits nouveaux comme Overlap, chez qui est publié Infinite Stratos maintenant. Avant, c'était du Media Factory, du HG Bunko. Et mine de rien, il y a un petit effort qualitatif sur cette frange des labels éditoriaux. J'espère que vous avez mangé ce midi, parce que maintenant on attaque le plat de résistance, la création d'un light novel. À commencer par le Japon. On vous donne un petit schéma de comment ça se déroule, et ensuite je vais laisser mes collègues développer les étapes en la matière. Voilà, c'est un schéma synthétique. Et on a pris l'exemple de Sword Art Online, avec Riki Kawahara, son ex-éditeur Kazuma Miki, qui aujourd'hui gère ses droits, et Abeshi, l'illustrateur. Alors rapidement, pour parler de la création d'un light novel au Japon, ce que vous voyez tout de suite, c'est le mot validation qu'il y a 3 fois ici, mais qu'on pourra retrouver beaucoup plus. C'est tout simplement c'est le pire cauchemar des éditeurs français. Validation. C'est le fonctionnement typique d'un éditeur japonais, c'est-à-dire que toutes les étapes vont être validées par l'éditeur. Et donc, généralement, l'auteur arrive avec un manuscrit, soit il a gagné un concours, soit il vient du web novel, bref, il a été sélectionné par un éditeur pour écrire, du coup, pour publier un light novel. Et donc, il va arriver avec un premier manuscrit qui va être validé ou non par l'éditeur. Et l'éditeur, lui, va apporter des modifications, des propositions de modification, des conseils ou changer telle ou telle chose à l'intérieur du livre pour pouvoir être publié au format physique. Pour faire un petit aparté au niveau des auteurs, parmi ceux à temps plein qu'on venait d'évoquer, en général ce sont ceux qui ont une œuvre à succès. Les auteurs à temps partiel, ils le font souvent par choix. C'est notamment le cas de Wataru Watari, l'auteur de My Teen Romantic Comedy. En journée il bosse et le soir il écrit. Et ses nuits sont courtes.
On a aussi le cas de l'auteur d'Irregular, qui est un employé de bureau qui écrit son light novel à côté de ses heures. En tout cas, c'était vrai à l'époque où il continuait le web novel. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité. Et oui, et donc voilà, on a 4 moyens pour que pour qu'un auteur devienne pro. Le manuscrit aux maisons d'édition, les concours d'écrivains spécifiques aux éditeurs. On a notamment le Degeki Novel Prize, chez qui par exemple Riki Kawahara a été primé grâce à Accel World. On a aussi le concours de J. Bunko, chez qui Danmachi a reçu le seul grand prix de l'histoire du concours à ce jour. On a aussi les concours on a aussi les web novels qui sont acquis par les éditeurs comme mes collègues l'ont dit plus tôt, avec une histoire qui peut être relue, développée, voire remaniée par l'auteur. C'est le cas d'Overlord. Le personnage d'Albedo n'existait pas dans le web novel. Certains personnages qui mouraient restent en vie, certains personnages qui étaient vivants meurent. Et la fin devrait changer a priori si je me souviens bien. L'auteur d'Overlord, il est assez énorme au final. Si on a eu l'occasion de lire quelques interviews, notamment il y a quelques extraits qui sont mis dans les mangas, dans le manga Overlord qui est sorti. Il est quand même, il est quand même assez, il a un caractère assez, qui doit être assez intéressant. Il n'hésite pas, il doit avoir un fort caractère dans sa façon de dire. Voilà, il n'hésite pas à dire d'ailleurs à un moment dans cette interview qu'il s'est lancé dans Overlord parce que tous les titres du genre qu'il avait lus jusqu'à maintenant le faisaient un peu chier. Il les aimait pas, c'était pas son truc et il se retrouvait pas dedans, donc il s'est dit moi je vais publier je vais me lancer, je vais écrire une histoire qui me correspond, c'est-à-dire plus dark, où j'hésite pas à tuer mes personnages à partir du moment où je décide qu'ils servent plus à rien, que j'ai plus d'évolution à leur donner, je peux décider de le tuer quand je veux. Il est assez détaché, ça a l'air d'être un auteur très intéressant. On a aussi de mémoire l'exemple de Danmachi, justement. L'auteur n'aimait pas écrire, mais en découvrant SAO, il s'est dit je veux écrire. Et il a imaginé la scène du combat contre le Minotaur lors d'un jogging. Comme quoi. On a aussi les concours de web novel. C'est un peu une nouveauté parce que là, ce qui est particulier, c'est que c'est un concours qui mobilise plusieurs éditeurs. C'est pas un seul, c'est plusieurs. Et comme l'avait expliqué Louis-Baptiste, l'éditeur est important. Parce qu'il a le dernier mot sur plein d'étapes. C'est ça, il intervient sur toutes les étapes à valider. Du coup, comme on le disait tout à l'heure, c'est lui aussi qui est en charge de choisir l'illustrateur. C'est pas forcément l'auteur, voire très rarement l'auteur qui va choisir qui va être l'illustrateur, qui va donc faire les illustrations des light novels, même s'il peut apporter des conseils ou des demandes. C'est lui qui va déterminer quelles illustrations vont être mises à l'intérieur. Idem, l'auteur n'a pas forcément le pouvoir de dire que je veux que telle scène soit illustrée, que telle scène soit en page couleur. Là, ça va être une discussion entre l'éditeur et l'illustrateur. Et c'est l'éditeur qui va bien sûr mettre en place toute la partie communication. Comment le titre va être mis en avant lors de sa sortie, avant sa sortie et après sa sortie, et qui va faire le suivi des réceptions, c'est-à-dire qu'après la sortie, il va récupérer toutes les critiques, les ventes, etc. Et il va faire ensuite un point avec l'auteur pour savoir s'il continue la série. C'est un peu un jeu de la roulette, comme le manga. Quand ça marche, ça continue. Quand ça marche plus, ça s'arrête. Et vers quelle direction il faut amener l'histoire. Et l'auteur, contrairement en Europe ou aux États-Unis, a beaucoup moins de pouvoir qu'on peut avoir en Occident. Là, il est quand même assez lié à son éditeur qui va avoir la force de l'orienter vers des choix scénaristiques ou des directions, beaucoup plus que chez nous en tout cas. Et l'éditeur, il a un rôle, il peut aller loin dans ses décisions, il peut aussi aider à la décision du titre. On a le cas par exemple de Durara, l'éditeur voulait un titre un peu bizarre, Ryogo Narita lui dit Durara. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais l'éditeur a aimé, il dit ok, on part sur ça. Et aussi les longs titres. Je reviens sur Oreimo. Les longs titres sont popularisés depuis 2010 en raison de cette série. Le long titre, c'est Ore no Imoto ga Konani Kawai Wake ga Nai. Je ne me suis pas écorché la langue. En traduction, ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne. Tuez-moi, please. Ça fait office de phrase d'accroche. C'est plus percutant que le synopsis.
Et c'est plus visible sur les étagères en librairie. Bah, tous les livres sont visibles que sur leur dos, excepté les gros succès qui sont, on va dire, visibles via la couverture. Le problème des longs titres, c'est qu'ils sont souvent abrégés, donc ils servent à rien. Je vais pas le cacher, et bah, il donne une mauvaise image en général, une image péjorative au light novel, parce que des histoires comme je sais pas quoi, au secours je me fais courser par 1000 femmes dans une école où je suis complètement nu, ou bon, des trucs un peu plus exotiques comme, bon, je donne un exemple fictif, ex-soldat retraité, je me retrouve dans un monde parallèle, dans une forêt bardée de monstres avec seulement mon couteau et mon kit de survie. C'est un exemple, hein. Pour aborder le cas des illustrateurs, c'est à peu près pareil que les auteurs. On a des artistes à temps plein, en général ceux qui sont renommés. Les nouveaux talents, c'est un peu particulier avec eux, c'est qu'en général ils émergent via Internet ou les doujins, des œuvres un peu originales qui ont été abordées dans la conférence sur la création amateur, la conférence juste avant la pause. Et on peut les retrouver sur pas mal de projets différents. Ça peut être du light novel, ça peut être aussi des jeux mobiles. Et on a aussi évidemment les amateurs qui font du fan art, des doujins. C'est une division un peu brutale, mais en général c'est à peu près ça l'idée. Donc l'illustrateur peut être affecté à une œuvre de façon assez similaire. L'artiste renommé peut être parfois une demande de l'éditeur ou de l'auteur, ça reste rare quand même. Ou alors c'est l'illustrateur d'une œuvre précédente de l'auteur, donc du coup par continuité il remet la sauce. On a aussi les concours d'éditeurs ou sur Internet. Les éditeurs qui prospectent Internet pour trouver des illustrateurs ou éventuellement qui en affectent via le pool d'illustrateurs qu'ils ont. Par exemple, le cas d'Abeshi, il a été trouvé sur Internet par Kazuma Miki, l'ex-éditeur de Sword Art Online. Et maintenant, on reconnaît ses dessins. Et on a aussi le cas des mangaka et des animateurs dans le cas des adaptations en light novel. Et au niveau de la publication du suivi des ventes, les séries sont souvent prévues sur un nombre réduit de tomes. En fait, la fin est déjà prévue. Si l'œuvre a du succès, elle peut aller plus loin. Mais si c'est pas le cas, elle se fait axer. En fait, elle est même pas interrompue parce qu'en fait, sa fin est déjà écrite d'avance. Les ventes en première semaine sont vitales pour décider de l'avenir d'un light novel. Il me semble que c'est l'éditeur de J-Bunko, de Danmachi du coup, qui l'avait indiqué. Et le bandeau, dire ce genre de choses, vous les trouvez partout sur les light novels et ils peuvent changer sur les tirages. C'est vraiment le support publicitaire. Par exemple, là, j'ai un bandeau pour Konosuba qui fait la promotion de la saison 2 de l'animé. Pareil pour la saison 2 de Saikano. Le bandeau. Et dans le cas de Gate, chaque bandeau donne le nombre d'exemplaires pour toute la franchise. Et si une série a un fort potentiel, elle peut avoir des adaptations en manga, puis en animé. Et à ceci, je dirais, faut faire un hommage aux adaptations animées sans suite. Index saison 3. Oui, c'est une arlésienne ça. On avait abordé le processus normal, c'est le processus normal pour une raison, c'est que dans certains cas, c'est pas comme ça que ça marche. Prenons deux exemples extrêmes. Le cas de Haruhi Suzumiya, ça fait 6 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire que l'auteur n'a rien écrit. Bon, ok. Et à l'inverse, vous avez le cas de Kazuma Kamashi. Alors, petite explication. Quand l'éditeur lui donne à l'auteur d'index le feu vert pour écrire une série, sachant qu'il en écrit de mémoire plus de 5 en même temps, il se pointe avec le manuscrit qu'on lui demande, plus un paquet d'autres. Ensuite, il discute. Éventuellement, Kazuma Kamashi se souvient de son manuscrit et en amène d'autres. Quand on lui demande une histoire une histoire exclusive au volume de l'animé, il t'en propose un paquet et c'est à l'éditeur de choisir quelle histoire il faut publier. Et au final, les éditeurs ont un paquet de manuscrits. C'est l'équivalent chaque manuscrit, c'est l'équivalent d'un tome. De mémoire, à un moment, les éditeurs avaient une 20aine de manuscrits en stock. Précisons aussi que ça fait au moins plus de 2 ans qu'ils publient un tome par mois.
Et il me semble que le tome 2 d'Index a été fini en un peu plus de 2 semaines. Ah oui, il dit que s'il n'écrit pas comme ça, il va s'écraser. Et bah, du coup, il n'y a qu'une seule chose à dire, ces éditeurs, ils chôment pas. Vraiment, ils n'ont pas la possibilité de tomber dans la paresse. Donc on va aller vite parce que là le temps est presque limité sur la partie de la publication du light novel à l'étranger, la partie que vont aborder mes collègues. Ah. Par contre le temps est extrêmement limité, hein. Vous avez genre même pas 5 minutes quoi. Ah oui, vas-y commence. Alors, comment ça fonctionne pour publier un light novel donc, en France, vu que c'est ce qu'on connaît. Tout d'abord, il y a une négociation avec l'éditeur japonais. Nous, on a eu la chance de travailler tout de suite avec Ototo en partenariat. Donc, la première chose que Ototo a pu nous apporter, c'est de dire aux éditeurs japonais qu'on était sérieux et qu'on allait bien travailler leur licence. Et donc, ça nous a permis d'entrer en contact directement avec eux et de pouvoir avoir un support à côté pour assurer, en fin de compte, la qualité de ce qu'on allait pouvoir proposer. Et donc, pour faire un achat de licence, on va passer par un intermédiaire donc qui fait un petit peu le pont entre l'éditeur japonais et l'éditeur français. L'éditeur français va donc demander à acquérir une licence pour, en donnant un minimum garanti, c'est-à-dire qu'on va assurer un nombre de ventes minimum quoi qu'il arrive, qu'on fasse 10 ventes, 100 ventes ou 1000 ventes, on assurera un retour de royalties, donc un paiement sur par exemple 5000 ventes, 10 000 ventes, etc. Et bien sûr, si on dépasse ce plafond, ce bas plafond, on paiera en conséquence sur les ventes réelles. Il peut y avoir des négociations, c'est-à-dire que l'éditeur japonais peut demander plus, peut demander des précisions sur comment on va sortir une licence, quelle promotion on va faire, quelle communication on peut faire. Et à un moment, il va donner le feu vert pour dire « Ok, voilà, vous pouvez sortir le titre en France ». Dans ce cas-là, tout de suite, nous, on lance la machine parce qu'il y a un compte à rebours qui va se mettre donc, au-dessus de nos têtes. On va tout de suite mettre une fenêtre de lancement qui est à peu près à 8 mois, on va dire, après obtention d'une licence, où on va mettre en branle toute la machine de traduction, adaptation, communication, impression, diffusion, distribution, et voilà, pour que ce soit disponible en librairie. Donc premièrement, on commence par la traduction. Donc là, on récupère les volumes physiques japonais qu'on donne à un traducteur. Et ce qu'on demande au traducteur, c'est une fidélité très précise du texte japonais pour ne pas perdre sur le style de l'auteur et sur toutes les informations qu'il y a dans le texte. Comme le japonais, c'est vraiment une langue très très différente du français, la façon de raconter une histoire, d'écrire, de faire parler les personnages, ça n'a rien à voir avec le français. C'est très difficile d'arriver à un rendu de texte lisible pour un lecteur français habitué à lire du roman avec une simple traduction. Il y a tellement de nuances et de différences avec un texte français qu'on est obligé de passer en 2 étapes. Donc une fois que la traduction est effectuée, ça prend environ 1 mois et demi, 2 mois selon les traducteurs pour un tome, donc 50 000 mots japonais. On l'amène en adaptation, où là c'est un adaptateur qui va faire en sorte que le texte soit lisible, soit fluide, soit compréhensible, et que toutes les nuances japonaises qui sont difficilement compréhensibles pour un lecteur français soient facilement assimilables. On peut prendre par exemple l'exemple des dialogues. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il peut y avoir des dizaines de personnages en japonais qui parlent en même temps avec des niveaux de langage différents, donc un aîné qui parle à un cadet, qui parle à sa mère, qui parle à un supérieur, etc. Où à chaque fois, ils vont utiliser des façons de parler différentes, des tics de langage, un respect voilà, qui est précisé dans le dialogue. Et à aucun moment, il va y avoir une phrase de type dit machin, répondit bidule, acquiesça, truc muche. Et du coup, nous, en adaptation, par exemple, ce qu'on va faire, c'est faciliter justement cette compréhension pour
ajouter voilà, cette précision. Donc bonjour, dit machin, comment ça va, répondit bidule, pour avoir des noms des personnages, parce que sinon on est complètement perdu dans ce genre de dialogue. Donc c'est le genre de choses qu'on va faire dans l'adaptation. Il peut y avoir aussi la façon d'écrire est différente, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des descriptions, le placement des mots dans les phrases, etc. La façon de gérer voilà, le suspense à l'intérieur d'une phrase. Il peut y avoir des allitérations, des figures de style, des comparaisons. Tout ça, c'est des choses qu'on fait en adaptation. Donc ça prend à peu près encore 1 mois et demi, 2 mois de travail. Donc là, on est à 4 mois après l'acquisition de la licence. Donc il ne nous reste que 4 mois avant de le sortir en librairie. Ça part en correction, où là, il y a plusieurs phases de correction. On l'envoie chez un correcteur professionnel pour déjà corriger tout ce qui est donc faute d'orthographe, faute de grammaire et les codes qu'on doit avoir dans un livre, donc les tirets de dialogue, les différentes petites choses qui sont invisibles à l'œil nu mais qui doivent être présentes voilà, dans un livre. Et une fois qu'on récupère cette correction, on a une deuxième phase de relecture où là c'est l'éditeur et l'adaptateur qui vont faire une relecture pour vérifier que tout est OK au niveau de la traduction, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le nom des personnages, le nom des techniques, les choses à mettre en italique, les choses à mettre dans une autre police, parfois dans les textes japonais il peut y avoir des étoiles, des machins, voilà, donc tout ça c'est dans cette phase de correction. Et ça passe, donc la phase de correction dure 3 semaines, donc on est à 5 mois, et on passe ensuite en mise en page. La mise en page, ça dure à peu près 1 semaine et demie, où là, donc, on va mettre en forme le livre, tout simplement, sous la suite Adobe, donc Photoshop, InDesign, Illustrator, voilà, tout simplement mettre en page un livre. Il n'y a pas forcément de petits secrets voilà, à dire dessus. Et donc on est à 2 mois de la sortie, ça commence à être chaud. Et oui, et puisqu'en parallèle de tout ça, il y a aussi la marketing marque. Voilà, là je termine la fabrication, après je reviens un petit peu en arrière. Pour terminer la fabrication très rapidement, hop, on envoie en impression. L'impression prend 1 mois d'impression, donc il faut s'y prendre quasiment 2 mois avant donc, la sortie. Et une fois que tout est imprimé, il faut encore distribuer en librairie, et là ça prend 3 semaines. Donc une fois que le livre est terminé, on a encore 2 mois avant de l'avoir enfin sorti en librairie. Et bien sûr, en parallèle, donc des fois, donc dans ce même délai de 8 mois, pour les formats doubles, on doit sortir 2 tomes japonais, donc ça prend le double temps, de temps en traduction, adaptation. Et en parallèle de ça, il y a toute la partie du coup communication, diffusion, distribution qui entre en jeu durant ces 8 mois. Donc avant de donner la parole à mon collègue Guillaume pour tout ce qui est communication, un petit mot sur la distribution et la diffusion. C'est-à-dire qu'environ 5 mois avant la sortie, 5-6 mois, on va voir notre distributeur avec toute une équipe de représentants. On va présenter les titres, on va leur donner des clés de vente pour qu'ils puissent les vendre en librairie. Et cette dizaine de personnes vont ensuite parcourir la France, aller voir toutes les librairies pour vendre le titre. Et que une fois que le titre est imprimé et doit être diffusé donc en librairie, chaque libraire a déjà fait depuis plusieurs mois une commande de X nombre de livres pour être présentés voilà, dans leur librairie. Et donc, pendant tout ce temps-là, il y a Guillaume qui s'occupe de la communication depuis l'acquisition de la licence pour annoncer, etc. Tout seul. Voilà. Donc en parallèle de tout ça, donc il y a la communication, le marketing et tout ce qui est relations presse qui se met, qui s'enclenche aussi. Donc la plupart du temps, on travaille en parallèle, hein, avec main dans la main. Alors pas forcément avec les traducteurs, mais surtout avec les correcteurs, les adaptateurs, l'éditeur, de façon justement à avoir le plus d'informations possible sur l'ouvrage. Bien sûr, après on fait, de mon côté, je fais aussi des recherches sur l'auteur, sur le titre, sur les différentes thématiques, etc. Les chiffres de vente aussi. Oui, sur les chiffres de vente. Alors après, les chiffres de vente japonais, malheureusement, c'est pas forcément un indicatif pour nous, Français, notamment pour les diffuseurs, distributeurs, libraires. On le met, hein, forcément dans nos plaquettes, dans les dossiers de presse, dans les communiqués de presse, parce que ça fait toujours bien de dire qu'un titre a vendu par exemple 20 millions d'exemplaires à l'international, mais voilà, ça fait bien, il faut le mettre, mais c'est pas ce qui va faire vendre un titre en France, surtout du point de vue des diffuseurs, distributeurs et des libraires, parce que le marché français est assez différent du marché japonais. Mais voilà, donc en parallèle de tout ça, on va commencer environ alors les annonces de licence.
de notre côté, en tout cas chez Offelb, se font, après ça peut varier, mais en général on les fait 3-4 mois avant la sortie d'un titre, de façon justement à pas communiquer trop à l'avance. Si on annonce 8-9 mois avant, c'est vrai que c'est toujours compliqué à relancer la machine, à continuer le teasing, etc. Sur la sortie de l'ouvrage. Si on avance, si on en parle à 1 mois, 2 mois, il y a des chances que le nom de la licence sorte sur Internet, parce que forcément, vu que ça a déjà été vendu à nos commerciaux, les commerciaux, eux, en attendant, ils ont déjà envoyé les fiches à Amazon, à Fnac.com, ils sont déjà passés en librairie, et il y a de plus en plus de chances que la fiche de l'ouvrage soit déjà mise sur Amazon, qu'elle soit déjà mise sur les différents sites de news français. Et donc ça peut un peu gâcher l'effet de surprise. Alors forcément, on se focalise pas là-dessus, mais on y pense également. Donc le travail en communication, ça va être d'une part de faire les fiches presse qu'on va donner aux diffuseurs, aux distributeurs pour qu'ils vendent le titre aux libraires, pour qu'ils en parlent le mieux possible. Ça va être de prendre contact avec la presse spécialiste et généraliste, de façon à ce que cette presse puisse tout simplement communiquer et promouvoir, annoncer la sortie du titre sur ces différents médias, pour que, au-delà de l'annonce, elle puisse pourquoi pas faire un article, pour qu'elle puisse publier pourquoi pas une interview, soit de l'auteur, soit de l'éditeur, etc. Pour qu'elle parle de façon plus générale du genre light novel. Parce que encore une fois, parler d'un titre comme Sword Art Online Log Horizon et dire voilà, Sword Art Online, le nouveau light novel des éditions Offelb, c'est bien beau, mais si en France on ne connaît pas et on ne sait pas ce qu'est un light novel, ça va pas servir à grand chose. Donc là encore une fois, on est dans la phase à l'heure actuelle chez Offelb où on essaie d'une part de communiquer sur nos titres qui sortent, mais également sur Offelb et sur ce qu'est un light novel. Donc à chaque fois qu'on va annoncer une licence et qu'on va démarcher les différents médias pour parler de nos titres, prochainement par exemple d'Overlord, on va avoir ce positionnement de dire voilà, Overlord oui, mais il y a également voilà, ce qu'est Offelb et ce qu'est le light novel. Et à chaque fois qu'on va être sur un nouveau genre, on va relancer la machine. C'est-à-dire que pour Overlord, on va toucher un public qui est différent de ce qu'on a pu faire avec Sword Art Online, The Irregular, Durara, etc. Donc on va relancer la machine sur voilà, ce qu'est Offelb, ce qu'est le light novel. Ça va être la même chose avec My Teen Romantic Comedy, ça va être un nouveau public, ça va être des nouveaux médias, donc on va relancer encore une fois la machine. On adapte tout simplement sa communication, son marketing en fonction du public, des lecteurs qu'on va viser et donc en fonction des médias qu'on va viser. Imaginons, pour le moment on est en plein par exemple sur le lancement d'Overlord. La communication sur un titre comme Overlord, elle se fait davantage sur des sites qui sont spécialisés en littérature, des médias du moins, pas que des sites, mais des médias qui sont spécialisés en littérature SFFF, c'est-à-dire tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique. On va moins s'orienter sur, on va dire peut-être un peu plus les médias typés culture pop japonaise. On va moins s'orienter sur les médias typés sur la littérature jeunesse et young adulte, puisque l'objectif c'est de s'orienter sur un public qui connaît les codes de la fantasy, de ce type de littérature, et notamment sur un public un peu plus âgé. Et la communication en salon auprès du grand public et des fans est vraiment importante chez Ototo et Offelb. Voilà, ça c'est un des vecteurs, un des critères qui définit notre maison d'édition chez Offelb, c'est notre présence en salon. C'est grâce à ça, d'une part qu'on peut communiquer sur nos titres, mais c'est aussi grâce à ça qu'on va avoir davantage d'informations sur le marché, comment ça évolue, qu'est-ce que veulent les lecteurs, quelle amélioration on peut faire. Voilà, ça donne beaucoup d'informations. Alors après, bien sûr, ça a aussi un inconvénient, c'est que pendant qu'on est en salon, on travaille pas forcément sur le métier d'éditeur. Donc c'est compliqué de faire tous les salons. Mais voilà, on essaye vraiment de faire une dizaine de salons par an parce que c'est important pour nous et c'est important pour le métier d'éditeur, c'est important pour la communication, mais c'est aussi également important pour les ventes. Parce que, mine de rien, sur un salon comme Japan Expo, on fait un gros chiffre au niveau des ventes. C'est aussi pour ça que c'est important d'y être, mais ça serait dommage de se limiter qu'à Paris, et c'est aussi pour ça qu'on va sur deux salons comme prochainement à la Japan Touch Haru à Lyon,
qu'on va aller aux Imaginales à Épinal. Alors on essaye de mixer aussi bien les salons culture pop japonaise que les salons centrés sur la littérature de façon plus générale. Et juste un petit point sur tout ce travail de fabrication, conception et communication. Tout ce qu'on fait, tous les visuels, c'est un petit peu comme un auteur japonais qui parle à son éditeur. On fait tout valider par l'éditeur japonais. Et donc il y a aussi un feedback et un retour avec l'éditeur japonais sur toutes les phases de la création du livre, et que ce soit donc, la couverture, le logo, les visuels de communication, tout ce qu'on peut faire autour de la série, les goodies, etc. Sont validés par l'éditeur japonais. Et c'est pour ça que je disais que les validations, c'est un peu le pire cauchemar des éditeurs français, et notamment dans la com et dans la communication, dans le marketing. C'est-à-dire qu'on est, vu qu'on est un peu pas le dernier maillon, mais un peu quand même, on doit attendre d'avoir tout le matériel avant quand même pour pouvoir communiquer. Donc s'il y a un retard, que ce soit dans tout ce qui est traduction, adaptation, des erreurs, des retards dans l'impression, ou des retards dans les validations, on ne peut pas forcément lancer une campagne en temps et en heure. Une campagne qui avait été décidée en amont, ça ne va pas être forcément la campagne finale qu'on va lancer, parce que peut-être qu'il va y avoir des validations qui n'ont pas été données, des retards, et on n'avait pas pu. S'il y a un retard dans les validations et que le titre a été vendu pour telle date, c'est terminé, quoi. On annule le segment de la communication sur lequel on n'a pas pu avoir les validations, et on se dit on va essayer de se rattraper sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Voilà, c'est un peu le métier d'éditeur en France, quoi. C'est qu'on est un peu lié à toutes les validations japonaises. Et c'est aussi pour ça qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Du coup, on en a fini. On va faire une rapide conclusion sur un peu ce qui va arriver pour le light novel. On en a parlé, il y a des light novels qui sont destinés à des publics plus âgés, plus de 30 ans, mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à viser les jeunes ? A priori, oui, vu les chiffres qu'on peut voir sur certaines séries, mais ça reste quand même le public cible des light novels. Il ne faut pas l'oublier. Au niveau de la vague du novel, on peut se demander si l'isekai, les histoires à base de téléportation dans un monde parallèle, vont toujours dominer le marché. Et est-ce que le Tensei, la réincarnation, va monter en puissance, notamment avec des animés ? Au niveau des dynamiques du light novel, est-ce qu'il y aura plus de grands formats ? Est-ce qu'il y aura plus de numérique ? Est-ce qu'il y aura moins d'adaptations animées ? Un sujet qui avait été abordé ce matin dans la conférence avec Yoka et Olivier Fallet de Crunchyroll. Au niveau du light novel étranger, est-ce qu'il va avoir son succès sur la durée ? Est-ce qu'il va trouver son public ? Est-ce que les choix éditoriaux vont évoluer ? Ou même, est-ce qu'on aura des light novels qui seront adaptés en animé étranger, notamment en Corée ? Sachant qu'on a de plus en plus de production d'adaptation d'œuvres chinoises ou coréennes. Et au niveau des éditeurs, est-ce que leur position sur le piratage va rester, on va dire, ancrée sur une forte réticence, ou est-ce qu'ils vont être plus enclins à entrer dans le numérique, notamment via Bookwalker, qui est un éditeur d'e-book lancé par Kadokawa. Ou alors on a le plus récent G-Novel Club, qui est une plateforme anglaise qui propose des light novels en lecture en ligne seulement, comme Grimgar. Et tout ça, c'est à suivre dans plusieurs années, parce que ce n'est que le début du succès des light novels. Du coup, histoire d'anticiper quelques questions, Guillaume, je fais un récap rapide des prochaines sorties d'Offelb. Oui, au niveau des prochaines sorties d'Offelb, donc la première qui va avoir lieu, donc ça va être en avril, ça va être le tome 3 de Durarara, donc le 20 avril. Ensuite, il va y avoir SAO, du coup, on peut faire dans l'ordre. Ensuite, il va y avoir Overlord qui va sortir, donc le tome 1 donc, de Overlord, qui sortira le 11 mai. L'autre grosse sortie, et donc la deuxième nouveauté de l'année, ça va être ReZero, donc qui sortira le 8 juin donc en France. Un mois plus tard, on va dire le 6 juillet, ça sera le tome 1 de My Teen Romantic Comedy qui sortira. Entre temps, donc j'ai oublié le tome 4 de Danmachi qui sortira le 24 mai. Donc ça sera un mercredi et pas un jeudi, parce que le jeudi c'est férié. Oui, ce sera bête. Voilà. Ensuite, il y aura le tome 2 de The Irregular qui sortira cet été. Donc là, encore une fois, on ne peut pas vraiment donner de date, parce que ça dépend, on n'a pas reçu tous les éléments et tout. Oui. Donc voilà, mais ça sera cet été normalement. Le tome 6 de Sword Art Online, et donc la suite d'Alicization, qui sortira en septembre.
Ensuite, il y aura donc pour la fin de l'année les suites de Durarara, de Danmachi, le tome 2 d'Overlord qui sortiront. Également du ReZero aussi. du ReZero, il y aura du Log Horizon. Voilà, il y a un gros programme pour la fin de l'année. Alors après, là, tout ça, hein, notamment à partir d'octobre, c'est du prévisionnel. Mais voilà, en gros, c'est le planning qu'on va essayer de respecter. Du coup, oui, pour faire un petit récap rapide, donc le tome 6 de Sword Art Online, a priori prévu en septembre 2017. Le tome 4 de Danmachi, c'est pour le 24 mai. Le tome 5, a priori en octobre 2017. Spice and Wolf 5, a priori fin juin 2017. Oui, je confirme. Irregular, fin août, septembre, ça reste en été. Log Horizon, fin 2017, début 2018, ça reste à confirmer ou confirmer. C'est du prévisionnel, comme j'ai dit, en fait, c'est la fin de l'année, donc c'est prévisionnel. Il y aura du coup le tome 3 qui sort d'ici 2 semaines et le tome 4 pour novembre. Et au niveau des titres à venir, bon, on l'a dit, comme l'a dit Guillaume, on a Overlord qui sort en mai. Le tome 2 qui est prévu en novembre pour le moment. Ça. Ouais, c'est ça pour le moment. Donc tome double pour Overlord. My Teen Romantic Comedy, donc c'est pour juillet, et, notamment Japan Expo. Et ReZero, donc le tome 1 en juin et le tome 2 a priori en septembre. C'est ça. Teaser time. Guillaume, qu'est-ce que tu nous as réservé? Est-ce que tu nous as réservé une licence de 7 titres avec des titres français dégueulasses? Là pour le teaser, comme on a dit en fait, hein, on a annoncé toutes les nouveautés pour l'année 2017. Donc oui, pour l'année 2017. Donc il faudra pas s'attendre à de nouveaux titres pour cette année. Pour 2018. Il y aura forcément des nouveautés qui vont arriver. On va surtout se concentrer sur l'avancement de nos séries parce que le but c'est quand même d'avancer les séries qui sont en cours, de ne pas faire attendre les lecteurs. Donc au bout d'un moment, il faut quand même. On a avancé à 3 licences, 3 nouveautés par an jusqu'à maintenant. En 2018, donc il y aura peut-être un petit ralentissement au niveau du nombre de nouveautés qui arriveront. Parce que tout simplement il y a des gros titres notamment SAO avec Alicization, il y a ReZero, il y a Overlord, il y a My Teen avec des gros challenges et des gros défis comme on a pu le raconter et le dire au fur et à mesure de la conférence. Mais voilà, il y aura au moins sûr et certain, puisque ça a déjà été signé, il y aura une grosse licence qui sera attendue, qui sortira dans le format de la collection Ellen Light Novel. Et voilà, ça sera une licence qui décevra, en tout cas, qui a très peu de chances de décevoir le public, ça on en est à peu près sûr. Ah bon? Je pense. 2018, on sent quelque chose. Voilà, ouais, Alors en 2018, on aura une très très grosse sortie pour tout le monde. Voilà, ça sera le light novel de Fruits. Non. Ça sera donc l'adaptation de Twilight en light novel. C'est pas sérieux tout ça, j'étais pas au courant non plus. Et on peut dire aussi que pour nos prochaines sorties, notamment Overlord et My Teen Romantic Comedy, il y aura sûrement des bonus sympathiques qui vont arriver avec eux en même temps. Donc voilà, tenez-vous au courant, ce sera annoncé prochainement. Ouais, il y aura Louis Baptiste en carte postale qui sera offert. C'est pas sexy ça. Et t'as pas une surprise dans ta besace? Surprise dans ma besace, non, une surprise tout à l'heure que je les ai déjà montrés tout à l'heure, hein, c'est voilà, en attendant la sortie du light novel ReZero, donc le 8 juin, c'est voilà, les mangas hein, qui sortent tout juste de l'impression, hein, qui sont arrivés vendredi, je pense, les mangas de ReZero, donc qui arriveront en librairie le 21 avril. Donc voilà, on peut dire que ReZero arrive en France enfin en format manga et bientôt au format light novel. Au moins pour pas te mettre un 0 pointé pour avoir rien ramené comme surprise. C'est ça. Ok. Des questions. Oui, questions-réponses. Par contre, ça va être assez court parce qu'on est un peu. Oui, on n'a pas trop le temps malheureusement. Ah. Donc si vous avez des questions, on vous encourage à aller les voir un petit peu après la conférence, mais on va devoir passer assez rapidement à la conférence suivante sur la traduction. Donc, voilà. Du coup, n'hésitez pas à nous voir pour aborder les questions qui peuvent fâcher ou les du type est-ce que telle série sera licenciée en France ou telle série aura une suite. Bon, par contre, ça va. Si toutes les questions sont comme ça, on va être foutus. Je reste ici. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est quoi la prochaine conférence?
Je sais pas. Sur la traduction d'anime et de manga et les différences entre les traductions sur différents supports. Eh bien, bonne chance.